Le second congrès continental siégea à Philadelphie durant 6 ans, de 1775 à 1781. Peu de temps avant la tenue du congrès, avait eu lieu la première confrontation armée entre les patriotes américains et l'armée anglaise. Cette confrontation sera le coup d'envoi de la guerre d'indépendance. Cette escarmouche est connue sous le nom de bataille de Lexington. Si durant le premier congrès, il restait encore quelques bonnes volontés prêtes à concilier avec la métropole, la bataille de Lexington officialise le basculement de la résistance aux révolutions. Le 4 juillet 1776, le second congrès continental vote la déclaration d'indépendance américaine et se transforme en organe exécutif, c'est-à-dire en un gouvernement central qui dirige les colonies américaines. Le conflit est ouvert entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Les premières tâches du second congrès continental seront d'une part l'élaboration de la politique étrangère et monétaire, et d'autre part l'organisation des troupes coloniales, disparates et indisciplinées. Le second congrès nomma George Washington à la tête de l'armée continentale. Les représentants des 13 colonies, conduits par George Washington, proclament la déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776 au second congrès de Philadelphie. Cette déclaration est une étape majeure de l'histoire des relations anglo-américaines. La déclaration d'indépendance est l'acte de sécession entre les 13 colonies et la Grande-Bretagne. The Independence Day, le 4 juillet, est la fête nationale qui commémore cet acte révolutionnaire et proclame la naissance d'une nouvelle nation. L'idée centrale du texte est la liberté. Pour la première fois, les idées des philosophes des Lumières sont mises en application. En particulier celle de John Locke. Il ne s'agit plus de liberté collective des époques précédentes, mais de la proclamation des libertés individuelles. La Déclaration est un texte universel qui pose des droits. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits. Et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Au début de la guerre d'indépendance, l'argent manquait pour payer les soldats. Mais la détermination était suffisamment forte à la métropole éloignée pour que les patriotes américains repoussent l'armée anglaise isolée. Après avoir repris Boston aux Britanniques, les États-Unis, craignant que la Grande-Bretagne engage le Canada contre elles, l'envahissent et occupent Montréal. Mais la résistance de la population est forte et l'hiver rigoureux. Les troupes continentales battent en retraite. Sortie vaincue de la guerre de 7 ans, la France cherche à prendre sa revanche sur la Grande-Bretagne. Sous la médiation diplomatique de Benjamin Franklin à Paris, le 6 février 1778, un traité d'alliance entre la France et les États-Unis est signé. Ce soutien providentiel permet la victoire des colonies unies. Le traité de Paris de 1783, signé entre les Américains et la Grande-Bretagne, met un terme officiel aux hostilités. L'existence et l'indépendance des États-Unis d'Amérique sont reconnues. Le Congrès continental, après avoir signé la paix avec la Grande-Bretagne, met 4 ans pour organiser l'État. Les 13 États américains se réunissent à nouveau en 1787, à la Convention de Philadelphie, pour voter la Constitution américaine. L'équilibre entre les pouvoirs, leur répartition entre les États fédérés et l'État central, l'abolition de l'esclavage furent au centre des débats.
Le projet de constitution fut finalement adopté et signé par la majorité des représentants en 1778. L'indépendance durement gagnée, les Américains ne voulaient plus mettre le pouvoir aux mains d'une seule personne ou d'un petit nombre. L'idée de la séparation des pouvoirs, développée un siècle plus tôt par le philosophe français Montesquieu, leur sembla la meilleure manière de se prémunir contre une nouvelle tyrannie. Ainsi, la Constitution écrit les nouvelles institutions d'un État républicain et fédéral dans lequel les pouvoirs sont séparés. Elle s'équilibre selon la doctrine des contrôles et des contrepoids. Checks and balance, qui équilibre chaque pouvoir par le contrôle et les limites que lui opposent les autres pouvoirs. Son originalité réside dans sa combinaison de république et de démocratie, ainsi que par un système qui n'avait jamais été imaginé jusqu'ici. Par la formule du préambule, nous, le peuple, la Constitution souligne la naissance d'une nation et désigne la volonté du peuple comme étant à l'origine des lois, alors que les monarchies justifiaient leur pouvoir par l'héritage divin. Le premier congrès fédéral fut élu en janvier 1789. En avril, George Washington fut choisi à l'unanimité pour être le premier président des États-Unis qui s'installa à New York, capitale provisoire du pays. Le fédéralisme est un système d'organisation, d'administration et de gouvernement dans lequel les États fédérés partagent leurs compétences législatives, juridiques et administratives avec un organe central qui les coordonne. Le fédéralisme s'oppose à l'État unitaire, où l'essentiel des pouvoirs sont concentrés en un lieu, l'État central, comme en France. La Constitution américaine prévoyait que les États fédérés conservent leur pouvoir politique, juridique, économique, social et fiscal, tout en acceptant un pouvoir central qui les lie. La Constitution américaine transforme ainsi les 13 colonies en un État fédéral constitué de 13 États fédérés, actuellement 50. Pour équilibrer la représentation des États au sein du Congrès américain, ce dernier est composé de 2 chambres. La Chambre des représentants, qui représente les citoyens. Chaque État y est représenté proportionnellement à la taille de sa population. Et le Sénat, qui représente les États fédérés. Chaque État y envoie 2 sénateurs. Ces chambres votent les lois ainsi que le budget fédéral. Le texte de la Constitution fut le résultat d'un compromis entre les divers représentants des États. Il fut critiqué par les antifédéralistes parce qu'il abandonnait le principe de l'unité de l'État, ou par les abolitionnistes parce qu'il omettait de condamner explicitement l'esclavage. La démocratie est une construction perpétuelle. Le régime démocratique américain, très imparfait à ses débuts, le vote ne concernait que les hommes blancs et propriétaires, a progressivement évolué. Plusieurs amendements viendront compléter les articles de la Constitution. Les 10 premiers amendements décrivent les droits des citoyens américains, Bill of Rights. On y trouve entre autres la garantie de la liberté de religion, d'expression, le droit de porter des armes ou d'être jugé en respect des lois et de manière équitable. Par sa proclamation royale de 1763, le roi George III interdisait aux habitants des 13 colonies de s'installer sur les terres à l'ouest des Appalaches et visait à apaiser les craintes indiennes de voir déferler les paysans blancs sur leur territoire. Avec l'indépendance des États-Unis, la colonisation des territoires indiens à l'ouest des Appalaches s'ouvrait.
La crainte fondée des Amérindiens se réalisa au mépris de tout droit humain. Les populations autochtones furent étiquetées d'inassimilables, repoussées, niées, affamées et finalement décimées. Quelques personnalités américaines, comme Thomas Paine, plaideront sans succès leur cause. À la fin du XIXe siècle, il ne restait plus que 250 000 Amérindiens sur des dizaines de millions que comptait l'Amérique du Nord. Les Amérindiens n'obtiendront la citoyenneté américaine qu'en 1924. L'Indian Removal Act est une loi adoptée par les États-Unis en 1830. Elle officialisait la déportation de ces populations indiennes vers des territoires à l'ouest du Mississippi. Le gouvernement mena d'abord des négociations, mais devant le peu d'enthousiasme des Amérindiens à quitter leurs terres fertiles pour les sols stériles et inhospitaliers des réserves, l'armée fut chargée de les déporter. Des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes perdirent brutalement la vie durant ce sinistre déplacement surnommé la piste des larmes.